Alors, honorable assistance, cher maître, avant de commencer, j'aimerais remercier infiniment le professeur Belkhadir de m'avoir invité à cette réunion à l'occasion de la Journée mondiale du diabète et également de m'avoir permis de revoir et de rencontrer mes chers maîtres, d'abord le professeur Moulay Tahiri El-Alaoui, le professeur Belkhadir, le professeur Charabi, Madame Marwan, il y en a plusieurs. Donc, désolé pour les autres si je ne les ai pas cités. Alors, on m'a demandé de vous parler du diabète à l'ère des nouvelles technologies. En fait, c'est un thème et c'est un sujet qui est d'actualité. Alors, pour passer, c'est la verte. Ça passe pas. Alors, oui, ça passe. Alors, comme vous le savez, les nouvelles technologies de l'information et de la communication connaissent depuis plusieurs années une forte croissance et commencent à prendre une place très importante dans les activités humaines, comme vous le constatez même dans notre quotidien avec nos enfants, avec notre entourage. Et comme on atteste, l'augmentation des chiffres devant des terminaux informatiques, en particulier les smartphones et les tablettes, et également le développement des réseaux de communication à haut débit. Alors, hop, ça passe pas. D'accord. Alors, ces nouvelles technologies connaissent également une pénétrance forte et rapide dans les pays développés, non seulement dans les pays développés, mais également dans les pays en voie de développement. Et ils ont également de nombreuses applications dans le domaine de la santé, et en particulier en diabétologie, ce qu'on appelle d'une façon générale la e-santé. Alors, la e-santé, il y a d'autres termes, parce que cette terminologie elle est peu consensuelle. Elle a d'autres applications qui sont extrêmement diverses. On peut parler de M-santé, de télésanté, de télémédecine, objets et capteurs connectés, les logiciels connectés. Il y en a énormément de choses qu'on peut attribuer à cet aspect qu'on peut utiliser en matière de santé. Alors, et tout ceci, c'est dans l'objectif d'améliorer la santé de nos patients et de là, d'améliorer leur qualité de vie. Alors, comme objectif, que ce soit des objectifs théoriques ou des objectifs espérés, le patient, à travers ces nouvelles techniques et ces nouveaux moyens thérapeutiques, cherche à devenir un acteur de sa santé, de sa propre santé. D'ailleurs, actuellement, on revient sur la participation et la personnalisation du traitement. Il faut que le patient soit concerté et doit accepter ce qu'on lui propose comme moyen thérapeutique. Alors pour les professionnels, c'est surtout à la recherche d'un gain d'efficacité, également dans l'objectif de diminuer les coûts de la prise en charge. Alors concernant les nouvelles technologies dans cette présentation, je vais insister sur trois aspects. D'abord sur le plan thérapeutique, les nouveautés concernant les pompes à insuline. Concernant la surveillance et surtout les nouvelles générations des lecteurs de glycémie et ce qu'on appelle aussi les systèmes de mesure continue de la glycémie et finalement le pancréas artificiel. Alors, ce qu'on a eu dans le passé, c'est ça. Jusqu'au XVIe siècle, le diagnostic reposait sur le goût sucré des urines. Ça a été rappelé par notre collègue néphrologue tout à l'heure. Et puis, au début du XXe siècle, on utilisait ce type de lecteur de glycémie. C'était lourd, c'était volumineux. Ça nécessitait une quantité de sang assez conséquente. On utilisait même une sorte de garrot pour avoir un petit peu de sang. Alors, dans les années 60, on a développé le dextrostick, c'est une sorte de papier, de bandelette en papier qui permet une estimation semi-quantitative.
Malheureusement, c'est un terme qui est toujours utilisé et quand on demande parfois à certains personnels soignants de faire une glycémie capillaire, ils se demandent qu'est-ce qu'on lui demande, alors quand s'il lui demande de faire un dextro, il le fait rapidement. Alors puis, on a développé d'autres moyens pour mesurer la glycémie ou bien la glucosurie par des moyens qui nous paraissent actuellement très archaïques. Alors, dans les années 70, c'était ça. Donc, on pouvait, donc ça, c'est pour mesurer la glycémie. Il y avait une sorte d'aiguille qui détermine la glycémie. Et puis après, il y avait ça. Et si on fait la comparaison entre les lecteurs de glycémie des années 80 et des années 90 avec ceux qui sont disponibles actuellement, il n'y a pas de comparaison entre les deux lecteurs. Alors, pour les pompes à insuline, en 1970, on a développé une pompe à insuline. Vous voyez le volume de cette pompe, on dirait que c'est un astronaute. Donc, c'était énorme, c'était lourd, c'est pas adéquat. Et puis, toujours dans les années 70, on a même essayé le pancréas artificiel, mais ça nécessitait une hospitalisation, bien sûr, une mesure intraveineuse de la glycémie, des perfusions de glucose et d'insuline, à condition d'être hospitalisé. Donc, ce n'est pas adéquat pour une vie normale. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement? Alors, on dispose actuellement d'une panoplie de lecteurs de glycémie. Il y en a de tout. Ce qui diffère entre les différents lecteurs, c'est surtout la quantité de sang en microlitres, le temps pour un test, le nombre de tests en mémoire et les moyennes, les logiciels, l'étalonnage, c'est-à-dire est-ce que c'est des lecteurs qui nécessitent un codage ou non, la température d'utilisation et enfin la certification. Actuellement, il existe deux certifications, la certification ISO 2013 et ISO 2015. Donc, je ne vais pas vous lire tout ça, c'est juste pour vous montrer la multitude des lecteurs de glycémie disponibles et leurs caractéristiques qui diffèrent d'un lecteur à l'autre. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut avoir et qu'on peut faire avec un lecteur de glycémie. Alors, il y a surtout actuellement des lecteurs de glycémie qu'on peut connecter comme une sorte de clé USB pour avoir des tableaux ou bien des tables de glycémie avec des graphiques, et également qu'on peut même connecter à nos smartphones pour avoir des chiffres glycémiques avec des tableaux qui peuvent aider le diabétique à mieux gérer sa pathologie. Alors, concernant les autres types de systèmes de mesure, notamment les systèmes de mesure en continu de la glycémie, il y a deux types de systèmes. Il y a ce qu'on appelle le premier dispositif qui permet une mesure rétrospective, c'est une sorte de holter glycémique, et celui qui est largement utilisé, c'est, comme vous le voyez sur cette diapositive, c'est le iPro 2, qui permet une mesure des glycémies à raison pratiquement de 300 mesures par jour sur 7 jours. Malheureusement, on ne peut pas intervenir au cours de la mesure, mais ça permet d'avoir une interprétation rétrospective de l'évolution des glycémies chez nos patients. Et comme vous voyez sur cette diapositive, ce que fait le diabétique, généralement, c'est 4 à 6 glycémies par jour. Par contre, ce qui ne se voit pas, c'est que si on ne fait pas cette mesure, c'est toutes les excursions qui passent inaperçues, aussi bien pour le patient que pour le praticien. Alors, actuellement, il y a d'autres types de systèmes de mesure continue de la glycémie qui permettent de mesurer la glycémie en temps réel. Et celui qui est actuellement en vogue, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est le Freestyle Libre. C'est un lecteur de glycémie qui utilise une sorte de capteur de glycémie que le patient peut porter pendant 2 semaines sans qu'il se pique. Et puis,
utilise également une sorte de terminal qui permet de donner une glycémie ainsi que la glycémie sur les 8 dernières heures et surtout une tendance de cette glycémie. Est-ce que c'est une glycémie qui est stable ou bien qui descend soit de façon très importante, soit de façon très progressive. Et c'est un moyen qui est actuellement largement utilisé par nos diabétiques. Alors, j'arrive aux pompes à insuline. Le principe, il est simple. C'est la pompe à insuline, c'est un dispositif qui permet de donner, bien sûr, un débit de base avec des bolus. Et en fonction des types d'insuline, on peut avoir d'autres options. Les indications sont claires. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui est nouveau dans les pompes à insuline, c'est la possibilité d'avoir des systèmes d'arrêt en cas, soit c'est des arrêts automatiques, soit en cas d'hypoglycémie, soit même en cas de tendance vers l'hypoglycémie. Donc là, c'est l'exemple type d'une pompe qui marche avec ce système d'arrêt automatique en cas d'hypoglycémie. Et puis, là, c'est juste ce que vous voyez là, c'est il y a un seuil qui est prédéfini, et dès que la glycémie atteint ce seuil, la pompe arrête l'infusion d'insuline et puis elle reprend juste après la normalisation de la glycémie. Alors le deuxième système, c'est c'est un système d'arrêt automatique prédictif, c'est-à-dire c'est avant l'installation de la glycémie, la pompe peut arrêter l'infusion d'insuline. Donc là, c'est un graphique qui montre l'effet ou bien l'action de ce système chez les patients porteurs de ce type de pompe. Alors, il y a d'autres dispositifs qu'on peut proposer à nos patients, et là, c'est un dispositif qui est très intéressant. C'est une sorte de dispositif qu'on peut placer chez le patient, et à travers ce dispositif, le patient peut faire les injections sans faire les injections au niveau de la peau. Donc, ça soulage le patient d'une façon. Alors, les applications en diabétologie, on en a plusieurs, on ne va pas les énumérer. Il y en a ceux qui sont destinés pour les professionnels, il y en a ceux qui sont destinés pour les patients. Malheureusement, ces applications, il manque de surveillance de leur qualité, également de leur contenu et de l'information fournie par ces applications. Alors, qu'est-ce qu'on attend dans le futur? Il y a ce qu'on appelle comme système de mesure qui est en cours d'essai. Il y a la fluorescence nanosensine, c'est une sorte de surveillance non invasive du glucose en utilisant la détection de glucose par fluorescence. C'est une sorte d'encre. On fait un petit tatouage, il y a un lecteur et on passe là-dessus. En fonction de la glycémie, ça donne une idée sur la glycémie et le patient peut réajuster son traitement. Il y a également les lentilles de contact intelligentes qui permettent de mesurer la glycémie au niveau de l'humeur aqueuse de l'œil et envoyer ces données à un détecteur via une micropuce. Il y a un travail qui est en cours ou une expérience qui est en cours de finalisation, c'est en France, au niveau de 9 CHU, ça concerne 35 patients. Ils sont en train de développer une mini-pompe. Là, comme vous le voyez, avec un détecteur et un terminal, généralement ça va être un smartphone. Alors, le capteur en principe va déterminer la glycémie qui va l'envoyer vers le terminal ou le smartphone. Et puis, le smartphone va commander la dose idéale à injecter par la pompe. Et puis également, le personnel médical et paramédical peut avoir une vision sur les techniques ou bien sur la prise en charge de ce diabète. Alors, où est-ce qu'on est de cette ruée vers la recherche d'un vrai pancréas artificiel? On est passé par plusieurs étapes. Actuellement, on est à cette étape, donc on est presque arrivé à ce qu'on appelle, nous, et ce qu'on recherche, la boucle fermée, c'est-à-dire une sorte de pancréas artificiel totalement autonome. Alors, comme insuline intelligente, il y a des travaux qui s'intéressent à l'insuline, à une sorte d'insuline contenue dans un microgel injectable qu'on va injecter.
qui est glucosimulable est capable de délivrer de l'insuline en fonction de la glycémie. Il y a d'autres voies thérapeutiques qui sont en cours de développement, notamment la vaccinothérapie, l'immunothérapie, les biomarqueurs, mais surtout la nanothérapie. On a parlé tout à l'heure de la fluorescence nanosensible, mais il y a également la technique de nano-encapsulation. Et l'exemple type, c'est surtout l'utilisation dans le cadre de la greffe des îlots du pancréas, donc en utilisant des nanofilms multicouches qui vont protéger ces îlots contre les réactions immunologiques et contre les anticorps, empêchant ainsi le rejet de ces cellules transplantées. Alors toujours dans le cadre de cette nano ou cette technique de nano-encapsulation, il y a l'insuline orale pour laquelle on peut utiliser la même technique pour qu'elle soit protégée contre l'environnement gastrique. Il y a d'autres méthodes qui sont en cours de développement, notamment les patchs d'insuline sensibles au glucose. C'est une sorte de patch doté d'une centaine de micro-aiguilles qui contiennent des vésicules remplies d'insuline et qui vont être déversées dans la circulation en réponse à la glycémie. Donc il y a également les imprimantes 3D, là je ne vais pas m'attarder beaucoup. Et puis il y a des chaussettes intelligentes actuellement en développement aux États-Unis qui permettent de prévenir toutes les lésions précliniques ou asymptomatiques chez les patients diabétiques. Donc dans cette panoplie de nouvelles technologies, ils n'ont pas oublié l'enfant, puisque en Europe il y a un projet qui est en cours et qui s'intéresse à un robot qui interfère avec les enfants diabétiques pour une éducation thérapeutique. Là, c'est une idée qui est également en cours de développement. Alors, ces nouvelles technologies, certes, ils ont un apport, puisque plusieurs études ont montré la supériorité ou bien l'efficacité de ces nouvelles technologies dans l'amélioration des chiffres glycémiques, mais également dans l'amélioration de la qualité de vie. Mais il y a des enjeux et des freins à ces nouvelles technologies. Il faut qu'il y ait une formation du personnel soignant, l'éducation des patients, le coût et l'accessibilité. Il y a également la notion de validation, est-ce que c'est valide ou non, les performances et ainsi de suite. Alors, j'arrive à la conclusion pour dire que notre système de santé sera profondément remanié du fait des innovations thérapeutiques ou diagnostiques à venir que je viens de citer. Au Maroc, malheureusement, on a travaillé sous la coordination du professeur Belkhadir et M. Shraibi pour la réalisation d'un référentiel pour la prise en charge des pompes à insuline et également le consommable des pompes à insuline. Malheureusement, jusqu'à présent, ça a été fait en 2011-2012 et jusqu'à présent, on n'a pas eu de feedback. Bien sûr, il faut poser la bonne indication pour chaque dispositif. Finalement, il convient de concevoir et de préparer des lois réglementant l'utilisation de ces nouvelles technologies pour qu'il n'y ait pas d'abus, pour qu'il y ait une meilleure utilisation dans un cadre bien évidemment légal plutôt, et pour surtout des objectifs bien définis. Et je vous remercie pour votre attention.